La pluie à Chicago ne lave pas la saleté. Elle juste tourne la ville en un flou gris, suffocant. C'est exactement comment Clara se sentait, regardant le pavé mouillé, suffoqué. Elle pensait que le pire jour de sa vie était derrière elle, enterrée 6 pieds de profondeur avec sa mère. Elle avait tort. Entrant dans ce cimetière, frissonnant dans un manteau fin, elle s'attendait au silence. Au lieu, elle trouva une flotte de VUS noirs blindés et un cercle d'hommes dangereux en costume italien debout sur la tombe de sa mère. Porpa. L'homme au centre tourna ses yeux plus froids que la tempête. Il n'était pas juste en visite, il payait. Et Clara était sur le point d'apprendre que la dette de sa mère ne mourrait pas avec elle. Le vent du lac Michigan coupa à travers l'uniforme râpé de Clara comme un rasoir. C'était fin octobre, le genre de froid qui s'installait profondément dans les os et refusait de partir. Clara ajusta la sangle de son sac en toile, ses jointures blanches alors qu'elle agrippait les grilles de fer rouillées du cimetière d'Oakage. Il y avait exactement un an depuis que Sarah Davis avait toussé son dernier souffle dans un lit d'hôpital subventionné par l'État, laissant sa fille avec rien d'autre qu'une montagne de factures médicales et un médaillon contenant une photographie fanée. Clara avait économisé pendant 3 mois juste pour acheter un petit bouquet de liesses blanches. Elles étaient les préférées de Sarah. Elle sauta le déjeuner, marcha au travail au lieu de prendre le bus et prit chaque double service au Rusty Spoon Diner, juste pour s'offrir cette petite dignité. Elle garda sa tête baissée contre la pluie battante, ses baskets usées pataugeant dans la boue. Elle connaissait le chemin par cœur. C'était dans la section indigente du cimetière, un terme poli pour la zone réservée à ceux qui sont morts sans $1 à leur nom. Mais alors qu'elle atteignait le sommet de la petite colline menant à la parcelle 409, elle se figea. Le silence habituel du cimetière fut brisé par le ronronnement bas et guttural de moteurs au ralenti. 3 Mercedes wagons noirs étaient garés sur le chemin de gravier étroit bloquant le chemin. Elle semblait étrangère sur fond de pierres tombales en ruine et de mauvaises herbes envahissantes, élégante, chère et imposante. Le cœur de Clara martela contre ses côtes. Elle s'avança derrière un vieux chêne, regardant autour de l'écorce. 6 hommes se tenaient en demi-cercle autour de la tombe de sa mère. Ils portaient de longs imperméables noirs sur des costumes ajustés qui coûtaient probablement plus que ce que Clara gagnait dans un an. Ils ne ressemblaient pas à des pleureurs. Ils ressemblaient à des soldats. Au centre de la formation se tenait un homme qui rayonnait une sorte d'autorité terrifiante. Il était grand avec de larges épaules qui tendaient contre son manteau de laine foncée. Il ne tenait pas de parapluie. Il laissa la pluie tremper ses cheveux noirs de jaisse, regardant le sol avec une intensité qui rendait l'air lourd. Clara allaita. La croix de bois qu'elle avait elle-même enfoncée dans le sol, celle avec Sarah Davis écrit au marqueur, était partie. À sa place se tenait une majestueuse dalle de marbre noir poli jusqu'à un éclat de miroir. Même de cette distance, Clara pouvait voir le lettrage en feuilles d'or gravé dans la pierre. Sarah Davis, aimée, inoubliée. La colère chaude et soudaine éclata dans la poitrine de Clara, supplantant sa peur. Qui étaient ces personnes? Pourquoi touchait-il la tombe de sa mère? Elle sortit de derrière l'arbre. « Hé !» elle cria, sa voix craquant dans le vent. « Éloignez-vous d'elle !» Les hommes se tournèrent à l'unisson. C'était comme regarder une meute de loups remarquer un lapin. Leurs mains bougèrent subtilement vers leur taille, vers des holsters cachés. « Retirez-vous !» l'homme au centre commanda. Sa voix était un baryton bas, rude comme du gravier. Les gardes du corps se détendirent, mais leurs yeux restèrent fixés sur Clara, alors qu'elle piétinait dans la boue, serrant ses liés comme une arme. Elle s'arrêta à 5 pieds du chef, respirant difficilement. De près, il était dévastateur. Pommette haute, une mâchoire qui pouvait couper le verre, et des yeux de la couleur de l'acier orageux. Il semblait avoir la trentaine,
mais son regard contenait la lassitude d'un homme qui avait vu trop de guerres. « Qui êtes-vous » Clara demanda, tremblant du froid et de l'adrénaline. « Où est sa croix? Qu'avez-vous fait » L'homme la regarda de haut en bas, son expression illisible. Il remarqua son uniforme de serveuse trempé, les trous dans ses chaussures et le mouvement de défi de son menton. « Vous devez être Clara, il dit. Ce n'était pas une question. « Je vous ai posé une question, elle répliqua. « Qui êtes-vous? » « Mon nom est Hunter Moretti, il dit calmement. Le nom atterrit comme un coup physique. Clara se figea. Même dans son petit monde protégé, elle connaissait ce nom. Tout le monde en ville connaissait la famille Moretti. Ils possédaient les syndicats de construction, les quais d'expédition et la moitié des politiciens de Chicago. Ils étaient les rois de l'ombre de la ville. Moretti, Clara murmura. Pourquoi un Moretti est-il à la tombe de ma mère? Hunter s'approcha, ignorant la boue éclaboussant ses bottes en cuir italien. Parce que je suis celui qui a payé pour la parcelle, Clara, et la pierre. Ma mère était une femme de ménage, Clara dit, sa voix tremblante. Elle ne connaissait pas des gens comme vous. Les yeux de Hunter se plissèrent légèrement. Votre mère était beaucoup de choses. Une femme de ménage était juste la couverture qu'elle utilisait pour rester en vie. Clara sentit le monde basculer. Vous mentez. Elle était une bonne femme. Elle était une femme courageuse. Hunter corrigea. Il atteignit dans sa poche de manteau. Le mouvement rendit les gardes du corps tendus, mais il ne sortit qu'une lourde enveloppe couleur crème. Il la lui tendit. « Qu'est-ce que c'est? Quelles indemnités de licenciement? » Hunter dit. Et un avertissement. Clara ne la prit pas. Elle regarda la coûteuse pierre tombale en marbre, puis de nouveau à lui. « Je ne veux pas votre argent. Je veux savoir comment vous la connaissiez. » Elle a sauvé ma vie, Hunter dit, sa voix baissant à un murmure que le vent faillit emporter. Il y a 20 ans, et aujourd'hui je vous rends l'appareil. Il attrapa sa main, forçant l'enveloppe dans sa paume. Sa peau était brûlante contre ses doigts glacés. « Rentrez chez vous, Clara. Faites un sac, n'allez pas au travail demain. Ne répondez pas à votre porte pour quiconque ne dit pas le nom Moretti. Est-ce une menace? » Elle demanda, retirant sa main. « C'est la réalité, » Hunter dit sombrement. Il lui tourna le dos, signalant ses hommes. Éclaircit la gorge. « Quelqu'un d'autre a découvert où elle est enterrée. Et s'ils l'ont trouvée, ils vous ont trouvé. »« Attendez !» Clara cria alors qu'il marchait vers les VUS. « Qui me cherche? » Hunter s'arrêta à la porte du véhicule de tête. Il regarda par-dessus son épaule et pendant une seconde, Clara vit un scintillement de quelque chose qui ressemblait à de la pitié. « L'homme qui l'a tué, » Hunter dit. Il claqua la porte. Le convoi s'éloigna, les pneus patinant sur l'asphalte mouillé, laissant Clara seule sous la pluie avec une tombe en marbre, une lourde enveloppe et une réalisation terrifiante que sa mère n'était pas morte de pneumonie. Clara n'ouvrit pas l'enveloppe au cimetière. Elle la poussa profondément dans son sac, terrifiée que si elle regardait à l'intérieur, le cauchemar deviendrait réel. Elle prit le bus pour retourner en ville. Le chauffage cassé, l'air sentant la laine mouillée et l'échappement. Son esprit s'emballait. L'homme qui l'a tué. Les mots résonnaient dans son crâne. Les médecins dirent que c'était une infection respiratoire. Sa mère avait été malade pendant des semaines. Le médecin mentait-il? L'hôpital était-il payé? Au moment où elle atteignit le Rusty Spoon, elle avait 20 minutes de retard pour son service du soir. Elle fit éruption par la porte arrière, dégoulinant d'eau sur le linoléum gras. « Vous êtes en retard, Davis, Monsieur Henderson. » Le propriétaire se tenait près de la friteuse, essuyant son front en sueur avec un chiffon qui semblait plus sale que le sol. C'était un homme petit et en colère qui déduisait le salaire pour les pauses toilettes et volait les pourboires du pot quand il pensait que personne ne regardait. « Je suis désolé, Monsieur Henderson. » Clara haleta, enlevant son manteau trempé. « Le bus. Il y avait du trafic et je devais visiter. Je m'en fiche si vous visitiez le Pape.
Henderson claqua une spatule sur le comptoir. Regardez-vous, vous ressemblez à un rat noyé. Je dirige un établissement respectable. Je ne peux pas vous avoir là-bas dégoulinant sur les clients. C'est mauvais pour l'appétit. Je vais me sécher, Clara supplia. S'il vous plaît, j'ai besoin de ce service. Le loyer est dû demain. Oui, à ce sujet. Henderson ricana. Il atteignit derrière le comptoir et attrapa un sac en papier marron. Il le lui jeta. Il frappa sa poitrine avec un bruit sourd et creux. Votre tablier est dedans. Et votre dernier chèque. Clara sentit le sang quitter son visage. Vous me renvoyez. Je vous ai remplacé il y a 1 heure, Henderson dit, désignant une nouvelle file debout près de la station de café. Une file qui semblait sèche, heureuse, et terrifiée de faire un contact visuel avec Clara. Sortez, Davis, et ne revenez pas mendier. Clara resta là, l'humiliation brûlant ses joues. Elle voulait crier. Elle voulait lancer le distributeur de serviettes à sa tête, mais elle était trop fatiguée. Elle attrapa le sac et sortit dans l'allée, la pluie tombant toujours sans relâche. Éclaircit la gorge. C'était un effet domino. Elle savait ce qui allait venir ensuite. Elle marcha 6 pâtés de maison jusqu'à son immeuble d'appartement, un immeuble en briques délabré dans la pire partie du côté sud. La serrure de la porte d'entrée était cassée comme d'habitude. Elle monta les 4 étages d'escalier, ses jambes se sentant comme du plomb. Quand elle atteignit l'appartement 4B, elle vit le papier collé à la porte. C'était l'orange vif. Avis d'expulsion. Elle le regarda engourdie. Elle avait 3 semaines de retard sur le loyer. Elle avait promis au propriétaire, M. Rousseau, qu'elle aurait l'argent demain après son service. Mais maintenant, elle n'avait pas de service. Elle essaya sa clé. Elle ne tourna pas. Il avait changé les serrures. « Non, » elle murmura, frappant le bois. « Non, s'il vous plaît. Les affaires de ma maman sont là-dedans. Ces albums photos, s'il vous plaît. » La porte d'en face s'entr'ouvrit. Madame Gable, une femme âgée qui d'habitude veillait sur Clara, jeta un coup d'œil. Elle avait l'air triste. « Il est venu il y a 1 heure, chérie, » Madame Gable murmura. « Il a mis vos cartons dans le stockage du sous-sol, dit, vous avez 24 heures pour les vider avant qu'il ne les jette. » Clara glissa le long de la porte jusqu'à ce qu'elle heurte le sol sale du couloir. Elle tira ses genoux à sa poitrine, sans abri, sans emploi et apparemment chassée. Elle se rappela l'enveloppe. Avec des mains tremblantes, elle tira le paquet de couleur crème de son sac. C'était du papier lourd et cher. Elle déchira le seau. À l'intérieur, il y avait une pile d'argent liquide. Billets de $50. Elle les compta rapidement. 2000 $. C'était une fortune pour elle, mais dans le monde de Hunter Moratti, c'était probablement de la petite monnaie. Derrière l'argent liquide, il y avait une seule carte de visite, noir mat avec un gaufrage doré. Pas de nom, juste un numéro de téléphone et un symbole. Un lion tenant une épée et une note écrite en cursive élégante et nette. Quand le monde tourne son dos, tournez la carte. Clara retourna la carte. Au dos, écrit au stylo, il y avait 1 heure et une adresse. Le penthouse, la tour d'obsidienne. 21 heures, ce soir. Elle regarda sa montre numérique bon marché. Il était 20h15. Elle n'avait nulle part où aller. Elle n'avait personne à appeler. Sa mère était partie. Son travail était parti. Sa maison était verrouillée. Elle se leva, essuyant les larmes de ses joues. La tristesse s'évaporait, remplacée par une résolution froide et dure. Si Hunter Moratti savait pourquoi sa mère était morte, s'il connaissait la vérité, elle allait la lui faire dire. Elle sortit de l'immeuble sous la pluie et héla le premier taxi qu'elle vit. Elle tendit au chauffeur un billet de $50 de l'enveloppe. La tour d'obsidienne, elle dit. Le chauffeur la regarda, une fille trempée en uniforme de serveuse avec des cheveux ébouriffés. « Madame, c'est le territoire Moretti. Vous êtes sûre? Juste conduisez. » La tour d'obsidienne était à la hauteur de son nom. C'était un éclat de verre noir perçant la ligne d'horizon de Chicago, planant au-dessus de la rivière comme un monolithe. C'était le siège de Moretti Enterprises,
une forteresse de richesse et de pouvoir. Le taxi déposa Clara à l'entrée principale. Le portier, un géant en costume gris, la regarda une fois et s'avança pour bloquer son chemin. « Les livraisons sont à l'arrière, mademoiselle, » il dit avec dédain. Clara ne s'y pas. Elle tira la carte noire de sa poche et la leva. Le comportement du portier changea instantanément. Il devint pâle. Il tapota son oreillette. Caudelus dans le hall, invité du patron. Il s'écarta, tenant la lourde porte en verre ouverte, s'inclinant légèrement. « Par ici, mademoiselle. L'ascenseur privé attend. » Clara traversa le hall. Les sols étaient en marbre, les lustres étaient en cristal, et l'air sentait un parfum Kinzive et la vieille argent. Les gens, en robe de soirée et smoking, la regardaient, chuchotant derrière leurs mains. Elle garda ses yeux vers l'avant. L'ascenseur était tapissé de miroirs. Clara regarda son reflet. Elle ressemblait à une épave. Ses cheveux étaient plaqués sur son crâne. Son mascara était étalé et son uniforme était taché de graisse et de pluie. Mais ses yeux, c'étaient les yeux de sa mère, verts vifs et furieux. L'ascenseur ne s'arrêta pas avant le 60e étage. Les portes s'ouvrirent silencieusement. Elle entra directement dans un immense salon de penthouse. Un feu rugissait dans une cheminée en pierre assez grande pour s'y tenir debout. Un mur était entièrement en verre, offrant une vue panoramique des lumières de la ville clignotant à travers la pluie. Hunter Moretti se tenait près de la fenêtre, un verre de liquide ambré à la main. Il avait jeté son manteau mouillé. Il portait une chemise habillée blanche, les boutons du haut défaits, les manches retroussées pour révéler des avant-bras noueux de muscles et d'encre, un tatouage de serpent enroulé autour de son poignet gauche. Il ne se retourna pas. « Vous êtes en avance? »« J'ai été viré, » Clara dit, sa voix résonnant dans le vaste espace. « Et expulsé, mais j'ai le sentiment que vous saviez déjà que cela arriverait. » Hunter se tourna lentement. Il but une gorgée de sa boisson. « Je sais que Henderson est un tricheur et Rousseau est un propriétaire de taudis. J'ai supposé que ce n'était qu'une question de temps. » Éclaircit la gorge. « L'avez-vous fait arriver? » Clara accusa, marchant sur le tapis perçant moelleux. « Avez-vous ruiné ma vie pour que je vienne courir vers vous? »« Je n'ai pas besoin de ruiner votre vie, Clara. Vous vous noyez déjà. Je vous ai juste offert un radeau de sauvetage. » Il marcha vers un bar humide et versa un verre d'eau. « Buvez. Vous avez l'air déshydraté. Je veux des réponses, » elle dit, ignorant l'eau. « Vous avez dit que ma mère avait été assassinée. Vous avez dit qu'elle avait sauvé votre vie. Expliquez. » Hunter posa le verre avec un cliquetis sec. « Il y a 20 ans, mon père, Lorenzo Moretti, fut abattu dans un drive-by. C'était un coup commandité par la mafia russe du syndicat Kovac. » Clara frissonna au nom de Kovac. Cela sonnait tranchant, violent. « Il se vidait de son sang dans une ruelle derrière une clinique, » Hunter continua. « Votre mère était une infirmière là-bas. Elle finissait son service et le trouva. Les protocoles disent qu'elle aurait dû appeler la police. Si elle l'avait fait, les flics auraient terminé le travail pour les Ross. » Hunter s'approcha de Clara, s'arrêtant à quelques centimètres. Elle pouvait sentir le bois de santal et le scotch cher. Au lieu, elle traîna un homme de 200 B dans sa voiture à Hayong, le conduisit à une maison sûre. Il lui murmura et le recousu sur une table de cuisine. Elle sauva l'aube de Chicago. « Ma mère, » Clara souffla. Elle ne m'a jamais dit. Elle ne pouvait pas parce qu'en le sauvant, elle a vu le visage du tireur, un homme nommé Viktor Kovac, l'actuel chef de la Bratva russe. Alors elle s'est cachée, Clara réalisa. C'est pourquoi nous avons tellement déménagé quand j'étais enfant. C'est pourquoi elle n'a jamais eu de compte bancaire. Exactement. Mon père l'a bien payé pour disparaître. Il lui promit protection, mais mon père est mort l'année dernière. Crise cardiaque. Le visage de Hunter se durcit. Quand le vieux lion meurt, les hyènes sortent. Viktor Kovac découvrit que votre mère était le fil lâche qu'il n'avait jamais lié. Il la traqua. L'infection respiratoire poison, Hunter dit sans détour, à action lente.
Intraçable. Kovacs l'a tué pour envoyer un message à ma famille qu'il peut toucher quiconque nous tenons à cœur. Claire O'Hara sentit ses genoux céder. Elle trébucha et Hunter la rattrapa. Sa prise était forte, la stabilisant. Je ne savais pas avant qu'il ne soit trop tard, Hunter dit, sa voix empreinte de regrets sincères. J'étais en Italie pour les affaires. Quand je suis revenu, elle était déjà partie. Mais ensuite, j'ai découvert qu'elle avait une fille. Il la regarda dans les yeux. Kovacs sait que vous existez, Clara. Il pense que votre mère vous a laissé quelque chose. Preuve. Un registre que mon père lui a donné pour assurance. Elle ne m'a rien laissé. Clara pleura. Juste un médaillon. Victor ne croira pas cela. Hunter dit qu'il viendra pour vous ce soir, demain. Il ne s'arrêtera pas avant qu'il ne brûle tout. Que mon père a touché. Alors, que dois-je faire? Clara murmura. Je ne suis qu'une serveuse. Je ne peux pas combattre la mafia russe. Non, Hunter accepta. Vous ne le pouvez pas. Mais Madame Moretti peut. Clara cligna des yeux, reculant de lui. Quoi? Hunter retourna à son bureau et ramassa un document. J'ai besoin d'unir les familles, j'ai besoin de montrer de la force et j'ai besoin d'une raison d'entrer en guerre avec Kovacs que la commission approuvera. S'il attaque une serveuse au hasard, c'est une tragédie. S'il attaque ma fiancée, c'est une déclaration de guerre. Il lui tendit le papier. C'était un contrat. Épouse-moi, Clara, de nom seulement. Vous obtenez ma protection, mes ressources et mon armée. J'obtiens la justification d'effacer Victor Kovacs de la carte. Clara le regarda. Vous voulez que je vous épouse en faux? Je veux que vous restiez en vie, Hunter dit sérieusement. Et je veux la vengeance pour Sarah. Avons-nous un accord? Soudain, l'ascenseur tinta. Les portes s'ouvrirent en glissant. Arthur Pennyworth, un homme chauve avec des lunettes à monture métallique et une mallette, sortit. Il avait l'air troublé. « Hunter! » Arthur cria. « Nous avons un problème. Les capteurs de sécurité viennent de se déclencher dans le garage. 3 VUS, pas de plaque. » Les yeux de Hunter devinrent froids. Il atteignit sous son bureau et tira un pistolet argenté. Il arma la culasse. « Ils sont ici, » Hunter dit à Clara. « L'heure de la décision, Clara. Sortez-vous de cet ascenseur et prenez-vous vos chances, ou vous tenez-vous derrière moi. » Clara regarda l'arme. Elle regarda la pluie battre la fenêtre. Elle pensa à Henderson la renvoyant, au propriétaire la verrouillant dehors, et à la tombe en marbre de la femme qui avait tout sacrifié pour la garder en sécurité. Elle regarda Hunter Moretti, le monstre en costume, qui lui offrait une épée. Elle s'avança derrière lui. « Tuez-les », Clara dit. « Les portes de l'ascenseur ne s'ouvriront pas. » Éclaircit la gorge. Au lieu, les lumières du penthouse vacillèrent et moururent en plongeant l'énorme pièce dans une obscurité grise, illuminée seulement par les lumières de la ville et les braises mourantes de la cheminée. Ils coupèrent le courant. Hunter murmura, sa voix dépourvue de peur, remplacée par une froide précision tactique. Il attrapa le bras de Clara, sa prise la meurtrissant. Arthur initiait le protocole 0. Amenez la voiture à la sortie sud, Arthur. L'homme avec la maillette hocha la tête, transpirant abondamment. Il tapa un code dans son téléphone et disparut dans un panneau caché dans le mur. Venez avec moi, Hunter commanda, tirant Clara vers la cuisine. Où allons-nous? Clara haleta, trébuchant dans ses baskets usées sur le tapis moelleux. L'ascenseur est plein, le puits de service, Hunter dit. Il ouvrit d'un coup de pied une porte de garde-manger. Derrière les étagères de pâtes et de vins importés, il y avait une lourde porte en acier. Il tapa un code. Elle s'ouvrit en sifflant, révélant un escalier sombre et étroit. Bang! Éclairci de la gorge. Le son était assourdissant. Les portes principales du penthouse, des doubles portes en chaîne qui semblaient indestructibles, se brisèrent vers l'intérieur. Allez! Hunter poussa Clara dans la cage d'escalier. Elle descendit en se bousculant les marches en béton, le son de tir automatique éclatant au-dessus d'elle.
Elle entendit du verre briser les coûteux WC et fenêtres de la forteresse de Hunter, étant réduite en poussière. Hunter était juste derrière elle, tirant 2 coups contrôlés à travers l'encadrement de la porte avant de sceller la porte en acier derrière eux. « Continuez à bouger », il ordonna. « Ne vous arrêtez pas avant de voir le garage. » Ils coururent 10 étages d'escalier, le son de leur respiration résonnant dans le puits de béton. Les poumons de Clara brûlaient, ses jambes, fatiguées d'être debout toute la journée au restaurant, se sentaient comme de la gelée. Mais la terreur était un puissant carburant. Ils firent interruption au 50e étage, qui était encore en construction. C'était un squelette de poutres d'acier et de béton. « Attendez », Hunter signala, levant une main. Il se déplaça vers le bord de l'étage inachevé, regardant en bas vers la rue. « Ils ont des guetteurs au sol. Nous ne pouvons pas prendre la sortie principale. » Il se tourna vers Clara dans la lumière tamisée, avec une arme à la main et de la poussière sur sa chemise blanche. Il ressemblait à un ange déchu. « Me faites-vous confiance? Je ne vous connais même pas. » Clara cria, l'hystérie montant. « Oh, il y a 10 minutes, j'étais une serveuse. Maintenant, on me tire dessus. Voulez-vous vivre? » Il corrigea. « Oui, alors sautez. » Il désigna un toboggan de construction, un tube de débris en plastique jaune qui spiralait le long du côté de l'immeuble, dans une benne à ordures sur un niveau de parking inférieur. Clara regarda le tunnel sombre. « Vous êtes fou. Ils sont en train de forcer la porte de la cage d'escalier. » Hunter dit calmement, écoutant les bruits sourds d'en haut. « Mesdames d'abord. » Clara ferma les yeux, pensa à sa mère et sauta. La glissade était terrifiante. Elle dégringola à travers l'obscurité, le plastique frottant contre son uniforme, la gravité la tirant vers le bas dans une spirale vertigineuse. Elle cria. Mais le son fut avalé par le tube. Après ce qui sembla une éternité, elle sortit par le bas, atterrissant durement sur un tas de mousse isolante dans une grande benne à ordures industrielles. Hunter atterrit une seconde plus tard, roulant parfaitement pour absorber l'impact. Il fut debout instantanément, la sortant de la benne. Ils étaient au 3e niveau du parking. Une Audi RS7 noir mat était au ralenti dans le coin, ses phares éteints. La porte côté conducteur s'ouvrit. Un homme avec une cicatrice traversant son sourcil sortit. Il était énorme avec des mains de la taille de pelle. C'était Rocco. « Patron », Rocco grogna. « 4 bogeys dans le hall. J'ai sécurisé le périmètre. »« Bien, amenez-nous à la maison sûre sur la rive nord », Hunter ordonna, jetant Clara sur le siège arrière et se glissant à côté d'elle. Alors que la voiture rugissait, les pneus crissant, une camionnette noire crissa au coin du parking, bloquant la sortie. Des hommes en masque de ski se penchèrent aux fenêtres, armes levées. « Accrochez-vous !» Rocco cria. Il ne freina pas. Il fit hurler le moteur. L'Audi bonda en avant, un missile d'ingénierie allemande. Clara cria et se baissa, couvrant sa tête. L'Audi percuta le côté de la camionnette avec un fracas à briser les os. Le châssis renforcé de la voiture de Hunter tint tandis que la camionnette s'écroula. Rocco traversa l'épave, raclant la peinture et des étincelles volant, et fonça sur Waka Drive. Les balles ricochèrent sur la vitre arrière, laissant des toiles d'araignée dans le verre pare-balles, mais ne parvenant pas à pénétrer. Il suit à travers le trafic de Chicago, brûlant des feux rouges, Rocco conduisant avec un calme qui était presque robotique. Hunter ne regarda pas en arrière. Il était occupé à taper sur un téléphone sécurisé. Clara s'assit, tremblant de manière incontrôlable. Elle regarda Hunter. Il vérifiait un nouveau chargeur dans son arme. « Qui ?» elle balbutia. « Qui sont ces gens ?»« Équipe d'assassins de Kovac », Hunter dit sans lever les yeux. « Ils n'essayaient pas de vous capturer, Clara. Ils essayaient de vous effacer. » Il la regarda finalement. Il vit la terreur dans ses yeux, la saleté sur son visage, la façon dont elle serrait le sac en toile bon marché de sa mère contre sa poitrine. Il atteignit dans le mini-réfrigérateur de la console centrale et tira une bouteille d'eau
et une petite serviette. Il les lui tendit. Nettoyez-vous, il dit, sa voix plus douce qu'avant. Vous êtes en sécurité maintenant. Sûr? Clara rit d'un son dur et cassant. Je viens de sauter dans un toboggan à ordures et j'ai percuté une voiture. Est-ce à cela que ressemble être votre femme? Non, Hunter dit, ses yeux s'assombrissant, c'est à cela que ressemble être une cible. Être ma femme signifie qu'ils n'oseront plus jamais vous toucher. Il leva le téléphone. Je viens de virer 50 000 $ à votre propriétaire. Il met les affaires de votre mère en stockage. J'ai aussi acheté l'immeuble. La mâchoire de Clara tomba. Vous avez acheté l'immeuble. J'ai l'intention de le démolir. Hunter haussa les épaules. Mais pour l'instant, votre histoire est sécurisée. La voiture ralentit alors qu'ils quittaient les limites de la ville, entrant sur les routes sinueuses bordées d'arbres de Lake Forest. L'adrénaline s'estompait, laissant Clara épuisée. « Pourquoi moi? » elle demanda tranquillement. « Vous pourriez engager n'importe qui pour être votre fausse femme, un mannequin, une actrice. Pourquoi la serveuse du restaurant? » Hunter regarda par la fenêtre l'obscurité qui passait. « Parce que vous avez quelque chose qu'ils n'ont pas. » Quelle pauvreté, une raison de les haïr, Hunter dit. Les mercenaires peuvent être achetés, les mannequins peuvent être effrayés, mais une fille qui a perdu sa mère, sa rage est pure. Et j'ai besoin de ce feu, Clara, parce que nous n'allons pas juste survivre, Victor Kovacs. Nous allons brûler son empire jusqu'au sol. La voiture tourna dans une longue allée, d'énormes portails en fer s'ouvrant pour révéler un vaste manoir en pierre qui ressemblait plus à un château qu'à une maison. « Bienvenue chez vous, Madame Moretti, » Hunter dit. Le lendemain matin, Clara se réveilla dans un lit qui était plus grand que tout son appartement. Les draps étaient en coton égyptien, frais et doux contre sa peau. Pendant un instant, elle pensa qu'elle était morte, puis les souvenirs des tirs et de l'accident de voiture remirent en trombe. Elle s'assit, elle était dans une pièce avec de hauts plafonds, des murs de couleur crème et des portes-fenêtres qui s'ouvraient sur un balcon surplombant le lac Michigan. Sur la table de chevet, il y avait un plateau avec une cafetière en argent, une croix et une note. « Soyez prête à 9 heures. L'équipe est ici. » Clara regarda l'horloge. 8:05. Elle se précipita hors du lit. Elle trouva une salle de bain attachée à la suite qui était toute en marbre blanc et en accessoires dorés. Elle se doucha rapidement, récurant la saleté de la ville de sa peau. Quand elle sortit, enveloppée dans un peignoir épais, il y eut un coup à la porte. Entrez. La porte s'ouvrit et un tourbillon de femmes entra. Elle était menue avec des lunettes acérées et des cheveux argentés coupés en un bob sévère. Derrière elle traînaient 3 assistants portant des sacs de vêtements et des trousses de maquillage. « Mon Dieu, » la femme dit, regardant Clara de haut en bas. « Nous avons du travail à faire. Je suis Geneviève. Hunter m'a engagé pour vous transformer en reine. Asseyez-vous. » Clara fut poussée dans une chaise. Pendant les 3 heures suivantes, elle fut piquée, tâtée et polie. Ils teignirent ses cheveux d'une nuance de châtain plus riche et plus brillante. Ils manucurèrent ses ongles, les peignant d'un rouge sang profond. Ils appliquèrent du maquillage qui soulignait ses pommettes hautes et rendait ses yeux verts perçants. « Pourquoi faisons-nous cela? » Clara demanda alors que Geneviève serrait un corset autour de sa taille. « Parce que ce soir, c'est le gala à l'Institut d'art. » Geneviève dit la bouche pleine d'épingles. « C'est le plus grand événement social de la saison. Le maire sera là, les juges et les ennemis. Hunter me prend, il vous présente. » Geneviève corrigea. « Vous êtes la fiancée mystère, la femme qui a capturé le cœur du loup de fer. Vous devez paraître intouchable. » Elle lui tira une robe du sac principal. C'était du velours vert émeraude sans bretelles, avec une fente qui montait jusqu'à la cuisse. Elle semblait chère. Elle semblait dangereuse. Quand Clara se tint finalement devant le miroir pleine longueur, elle ne se reconnut pas. La fille en uniforme de restaurant, avec les yeux fatigués, était partie.
Regardant en arrière était une femme qui semblait posséder le monde. La porte s'ouvrit. Hunter entra. Il s'arrêta. Il portait un smoking taillé à la perfection. Il regarda Clararara et pour la première fois son masque d'indifférence glissa. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. « Laissez-nous », il commanda au styliste. Geneviève et son équipe s'inclinèrent et sortirent en courant, fermant la porte. Hunter marcha lentement autour de Clararara, l'inspectant comme une arme qu'il était sur le point d'acheter. « Vous vous êtes bien arrangé, Clararara. Je me sens comme une poupée, elle marmonna, tirant sur l'ourlette de la robe. Je ne peux pas respirer là-dedans. Bien, cela gardera votre posture droite. » Hunter atteignit dans sa poche. Une dernière chose. Il tira une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait une bague, un énorme diamant taille émeraude entouré de plus petits diamants noirs. C'était voyant, agressif et indéniablement authentique. « Donnez-moi votre main. » Clararara tendit sa main. Elle était encore rugueuse après des années à frotter des tables. Hunter glissa la bague sur son doigt. Elle allait parfaitement. « Ceci appartenait à ma grand-mère, » il dit. « Elle le portait quand elle a fait passer clandestinement un pistolet dans une prison pour faire évader mon grand-père. C'est une bague de survivante. » Il ne lâcha pas sa main. Il la retourna, regardant son poignet. « Où est le médaillon ?» il demanda. Clararara toucha son cou. Il était nu. Je l'ai mis dans la boîte à bijoux sur la commode. Il ne va pas avec la robe. Hunter marcha vers la commode et ramassa le médaillon en argent bon marché et terni. Il ressemblait à de la camelote à côté des bijoux en diamant éparpillés sur le plateau. « Puis-je » il demanda. « C'est juste une photo de nous, » Clararara dit. Hunter l'ouvrit. Il regarda la photo fanée de Sarah Davis tenant un bébé Clararara. Puis il fit quelque chose d'étrange. Il tira une petite loupe de bijoutier de sa poche et examina le bord intérieur du médaillon. « Juste comme je le pensais, » il murmura. « Quoi? » Clararara s'approcha. « Votre mère était astucieuse, » Hunter dit, une pointe d'admiration dans sa voix. « Regardez ici. » Il leva le médaillon à la lumière. Le long du bord dentelé où le médaillon se fermait, il y avait de minuscules rainures microscopiques. « Ce n'est pas juste un médaillon, » Hunter expliqua. « C'est une clé physique, une clé cryptographique à bord dentelé. » « Une clé pourquoi? Un coffre-fort suisse? » Hunter dit, ses yeux brillants. « Mon père ne lui a pas donné un registre. Il lui a donné la clé du coffre-fort où le registre est gardé. Kovacs ne sait pas où est le registre parce qu'il ne peut pas entrer dans le coffre-fort sans ce morceau d'argent bon marché. Il referma le médaillon et le lui rendit. « Portez-le. » Mais Geneviève dit, « Je m'en fiche de ce que la styliste a dit. » Hunter interrompit. « Vous portez ceci ce soir. C'est la chose la plus précieuse dans cette pièce et c'est l'appât. » Appât? Clararara sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la climatisation. « Victor Kovacs sera au gala ce soir. » Hunter dit, sa voix baissant à un grognement bas. « Il pense qu'il est intouchable en public. Il pense que je suis faible parce que mon père est mort. Ce soir, nous lui montrerons que j'ai la seule chose dont il a besoin. Et j'ai la seule chose qu'il craint. »« Que craint-il? » Clararara demanda. Hunter s'approcha, sa main posée sur sa taille, son toucher électrique. « Il craint la vérité, » Hunter dit. « Et vous, ma chère femme, le portez autour de votre cou. » Il lui offrit son bras. « Prête à partir en guerre, Clararara? » Clararara regarda la bague à son doigt, puis le médaillon reposant contre sa clavicule. Elle prit une profonde inspiration, canalisant chaque once de colère qu'elle avait ressentie debout sous la pluie au cimetière. « Allons-y, » elle dit. La grande salle de bal de l'Institut d'art était une mer de soie, de diamants et de sourires superficiels. L'air bourdonnait du bavardage de l'élite de Chicago, des sénateurs, des magnats de la technologie et des criminels discrets qui les finançaient tous. Quand Hunter et Clararara entrèrent, la pièce devint silencieuse. Ce n'était pas juste parce que Hunter Moretti était rarement vu en public depuis la mort de son père. C'était la femme à son bras.
La robe émeraude de Clara capta la lumière des lustres, ses cheveux foncés cascadant sur une épaule, le diamant massif à son doigt, annonçant son statut avant qu'un mot ne soit prononcé. Mais c'étaient ses yeux, larges, alertes et féroces, qui retinrent la pièce captive. « Gardez la tête haute », Hunter murmura, sa main chaude et possessive sur le bas de son dos. « Si vous regardez en bas, ils penseront que vous êtes une proie. Regardez-les dans les yeux et ils sauront que vous êtes un prédateur. Je sens que je vais vomir. » Clara murmura en retour, souriant radieusement pour les caméras clignotant au loin. « Ne le faites pas. Cela ruinerait le velours. » Hunter dit impassiblement. Ils se déplacèrent à travers la foule comme un requin se déplaçant à travers un banc de poissons. Les gens se séparèrent. Les hommes serrèrent la main de Hunter avec trop d'enthousiasme. Les femmes regardaient Clara avec jalousie et calcul. Hunter. Une voix retentissante coupa le bruit. Un homme corpulent avec un visage rouge et un smoking qui tendait au bouton s'approcha d'eux. C'était le sénateur Reynolds. « Content de vous voir hors de la grotte, fiston. » Reynolds dit, tapant Hunter sur l'épaule. Ses yeux glissèrent immédiatement vers Clara. « Et qui est cette vision? »« C'est Clara, » Hunter dit en douceur. « Ma fiancée. » Le mot se répandit dans le groupe se tenant à proximité. « Fiancée. » Le prince célibataire de la pègre était pris. « Un plaisir, » Clara dit, étendant sa main juste comme Geneviève le lui avait appris. « Charmé, » Reynolds dit, embrassant ses jointures. « Je ne savais pas que les Morettes fusionnaient avec une autre famille. Qui sont vos gens, ma chère? » C'était un piège, une question conçue pour débusquer son pedigree. « Elle est de la famille Davis, » Hunter interjecta sans effort. « Vieil argent, très privé, il préfère le calme de la campagne au bruit de la ville. » Avant que Reynolds ne puisse presser davantage, l'orchestre enflait. Les cordes commencèrent une valse. « Dansez avec moi, » Hunter dit, tirant Clara vers le sol. Ils se déplacèrent au centre de la pièce. Clara n'avait jamais wallet de sa vie, mais Hunter la mena avec un tel contrôle absolu qu'elle n'avait pas besoin de connaître les pas. Elle avait juste besoin de suivre son corps. « Il sait que nous sommes ici. » Hunter murmura près de son oreille alors qu'il la faisait tournoyer. « Qui? » 3 heures près de la tour de Champagne. Clara tourna légèrement la tête. Debout là, sirotant un verre de liquide clair, il y avait un homme qui ressemblait à un reptile en costume. Il était mince avec une peau pâle et des cheveux argentés slicked en arrière. Ses yeux étaient dépourvus de couleur, bleu pâle comme de la glace. Il les regardait avec une immobilité qui était contre nature. Victor Kovacs, l'homme qui avait empoisonné sa mère. Une poussée de rage si chaude qu'elle la rendit presque aveugle traversa Clara. Elle manqua un pas. Hunter la rattrapa, la tenant plus fort. « Contrôle !» il ordonna. « Si vous l'attaquez maintenant, nous perdons. Laissez-le venir à nous. » Et il le fit. Alors que la chanson se terminait, Kovacs posa son verre et glissa à travers le sol. La foule sembla instinctivement reculer de lui, laissant un chemin ouvert. « Hunter », Kovacs dit. Sa voix était douce, légèrement accentuée de quelque chose de rude et d'Europe de l'Est. « J'ai été désolé d'apprendre pour votre père. Une grande perte, Victor. » Hunter hocha la tête, son visage un masque de pierre. « Je suis surpris de vous voir. Je pensais que vous préfériez les ombres. La lumière est nécessaire parfois. » Kovacs sourit, révélant des dents qui semblaient trop blanches. Il tourna son regard vers Clara. Cela ressemblait à un toucher physique, visqueux et froid. « Et ce doit être la femme chanceuse. »« Clara, » Hunter dit, « c'est Victor Kovacs, un associé en affaires. »« Un plaisir, » Clara dit, sa voix tremblant légèrement. Elle se força à le regarder dans les yeux. « J'ai tant entendu parler de vous. De bonnes choses, j'espère. » Kovacs prit sa main. Il ne l'embrassa pas. Il la tint, son pouce effleurant la bague de fiançailles. Une belle pierre, mais ses yeux tombèrent. Ils se fixèrent sur le médaillon en argent bon marché et terni reposant contre sa clavicule. Kovacs se figea. Le sourire poli disparut pour une fraction de seconde.
remplacé par un regard de pure reconnaissance prédatrice. Un choix de bijoux intéressant, Kovacs dit doucement. Il semble familier. C'était à ma mère, Clara a dit, relevant son menton. Elle est morte récemment. Est-ce vrai? La prise de Kovacs sur sa main se serra douloureusement. Quel était son nom? Sarah, Clara a dit. Sarah Davis. L'air entre eux crépita. Kovacs savait. Il savait exactement qui elle était. Sarah. Kovacs répéta le nom comme une malédiction. J'ai connu une Sarah une fois. Elle était une voleuse. Elle a pris quelque chose qui ne lui appartenait pas. Ma mère n'était pas une voleuse, Clara Hara cracha, retirant sa main. Nous héritons tous de dettes, ma chère, Kovacs murmura, se penchant près. Certains héritent d'argent. Certains héritent de péché. Vous semblez porter les vôtres autour de votre cou. Hunter s'interposa entre eux, brisant la connexion. Il dominait Kovacs. La musique recommence, Victor, Hunter dit, sa voix baissant à un grognement menaçant. Et je crois que ma fiancée est fatiguée. Bien sûr, Kovacs recula, retrouvant son calme. Il boutonna sa veste. Profitez de votre soirée, Hunter. Profitez-en tant que ça dure. La chose à propos des mariages, ils peuvent si facilement se transformer en funérailles. Kovacs se retourna et s'éloigna, disparaissant dans la foule. Il sait. Clara Hara haleta, serrant le médaillon. Il a vu la clé, Hunter dit. Il sait que vous avez l'accès au coffre-fort. Il n'attendra pas la fin du gala. Hunter tapota son oreillette. Rocco amène la voiture par l'arrière. Maintenant, nous partons. La sortie arrière, Clara demanda alors que Hunter la guidait rapidement vers les portes de la cuisine. Non, Hunter dit. C'est là qu'il nous attend. Nous sortons par l'avant à la vue de tous. Ils firent éruption hors des portes du musée et sur Michigan Avenue. Les paparazzi étaient toujours là, criant pour des photos. Hunter protégea les yeux de Clara, mais au lieu de l'Audi, un lourd camion blindé, le genre utilisé pour les transferts bancaires, s'arrêta en grinçant au bord du trottoir. La porte latérale s'ouvrit en glissant. Rocco était à l'intérieur, tenant un fusil d'assaut. « Montez !» Rocco cria alors qu'il plongeait dans le camion blindé. La rue explosa. 2 berlines noires s'arrêtèrent, les vitres descendant. Des coupes de feu brisèrent le calme de la nuit de la ville. Les paparazzi crièrent et se dispersèrent. « Allez !» Hunter rugit. Le camion passa une vitesse, les pneus fumant alors qu'il s'insérait dans le trafic. Les balles ricochèrent sans danger sur le plaquage d'acier renforcé. « Où allons-nous » Clara cria par-dessus le rugissement du moteur. Hunter la regarda, ses yeux flamboyants. « À la banque. Ce soir, nous ouvrons le coffre-fort. Ce soir, nous mettons fin à cela. » Le trajet vers le quartier financier fut un flou de manœuvres évasives à grande vitesse. Rocco conduisit le camion blindé comme un char, forçant les autres voitures à s'écarter. Ils s'arrêtèrent en grinçant devant le dépôt Iron Mountain, un bâtiment en forme de forteresse qui abritait les coffres-forts privés des citoyens les plus riches et les plus paranoïaques de la ville. « Ils seront juste derrière nous, » Hunter dit, vérifiant son arme. Rocco tenait le hall. « Achetez-nous 10 minutes, je vous en donnerai 15, patron. » Éclaircit la gorge. Rocco sourit, armant la culasse de son fusil. Hunter attrapa la main de Clara. « Courez !» Ils sprintèrent dans le hall. Le gardien de nuit, un vieil homme nommé Jerry, qui était sur la masse salariale des Moretti depuis des décennies, les fit passer par les portes en acier sans un mot. Ils prirent l'ascenseur jusqu'au sous-sol. L'air ici était froid et sentait le vieux papier et la poussière. Ils atteignirent la porte principale du coffre-fort. C'était une énorme dalle circulaire d'acier. « J'ai le code pour la porte, » Hunter dit, tapant des chiffres sur un clavier. 1905-24, mais les boîtes internes ont besoin de clés physiques. Le coffre-fort gémit et s'ouvrit. À l'intérieur, des rangées de tiroirs métalliques tapissaient les murs du sol au plafond. Boîte 409, Hunter éclaircit la gorge, dit, juste comme la parcelle de tombe. Ils la trouvèrent. C'était à hauteur des yeux.
Mais il n'y avait pas de serrure standard. Au lieu, il y avait une étrange indentation dentelée dans la plaque frontale en acier. « Le médaillon, Hunter dit. « Donnez-le-moi. » Clara détacha le collier. Ses mains éclaircies la gorge tremblaient. Elle le tendit à Hunter. Il prit le médaillon ouvert et pressa le bord dentelé du rebord dans l'indentation. Il cliqua. Un ajustement mécanique parfait. Il le tourna. Clic. Le long tiroir métallique s'ouvrit en glissant. À l'intérieur, il n'y avait pas d'argent, pas d'or, juste un épais registre relié en cuir et une clé USB. Hunter attrapa le registre et l'ouvrit. Ses yeux parcoururent les pages. « Mon Dieu », il murmura. « C'est tout. Chaque pot de vin que Kovacs a payé à la police. Chaque juge qu'il possède. Chaque coup qu'il a ordonné. » Et ainsi il désigna une ligne. Sarah Davis, suivi de localisation, coup ordonné. 24 octobre. Il l'a écrit, éclairci la gorge. Clara Hara demanda, les larmes montant. Il a écrit son meurtre comme une liste de courses. Arrogance, Hunter dit. Il pensait qu'il était intouchable. Soudain, les lumières du coffre-fort devinrent rouges. Une alarme commença à retentir. Ils ont forcé le hall, Hunter dit sombrement. Rocco est à terre ou débordé. Il poussa le registre dans les mains de Clara. Prenez ceci. Cachez-vous derrière les racks de serveurs dans le coin arrière. Ne sortez pas avant que je ne le dise. Que vas-tu faire? Je vais négocier, Hunter dit, marchant de nouveau vers l'entrée du coffre-fort. Hunter, non, il ne s'arrêta pas. Il sortit de la porte du coffre-fort juste au moment où des pas résonnaient sur le sol en béton. Victor Kovacs se tenait là, flanqué de 4 hommes avec des mitraillettes. Kovacs avait l'air imperturbable, bien que son costume soit saupoudré de plâtre de l'effraction à l'étage. La fin de la ligne, Hunter, Kovacs appela. Nulle part où courir. Je n'ai pas besoin de courir, Victor, Hunter dit, se tenant calmement avec ses mains visibles. J'ai le livre. Le livre est inutile si vous êtes mort, Kovacs rit. Donnez-moi la fille, donnez-moi le registre, et je vous laisserai mourir rapidement. Vous avez tué sa mère, Hunter dit, sa voix résonnant dans la chambre. Vous avez tué une femme qui a sauvé la vie de mon père. Vous pensez que je vous laisserai toucher sa fille? La sentimentalité est une faiblesse, Kovacs ricana. Tuez-le. Les hommes levèrent leurs armes. Clic. Le son vint du coffre-fort derrière Hunter. Clara sortit. Elle tenait la clé USB dans une main et un briquet dans l'autre. Elle tenait le registre ouvert au-dessus de la flamme. « Arrêtez !» elle cria. Kovacs fit signe à ses hommes de se tenir. Ses yeux s'écarquillèrent. « Ne soyez pas stupide, fille. Ce livre vaut des milliards. Vous le brûlez. Vous brûlez votre levier. Je me fiche de l'argent !» Clara Hara cria, sa voix se brisant mais forte. Je me soucie de la justice. Cette clé USB, je viens de la configurer pour la télécharger vers le FBI, le Chicago Tribune, et les serveurs d'Interpol. Elle est sur un compte à rebours de 2 minutes. Si je n'entre pas le code d'annulation, tout le monde dans le monde saura ce que vous avez fait. C'était un bluff. Il n'y avait pas d'ordinateur dans le coffre-fort, mais Kovacs ne savait pas ce qui était dans la boîte. Il hésita. « Vous mentez, » Kovacs siffla. « Essayez-moi, » Clara a dit, s'avançant, se déplaçant pour se tenir à côté de Hunter. Elle regarda l'homme qui avait tué sa mère et elle ne vit plus un monstre. Elle vit un vieil homme effrayé. « Ma mère a sauvé une vie dans une ruelle. Je vais finir la vôtre dans un sous-sol. » Kovacs bondit en avant, perdant son sang-froid. « Tuez-les tous. » Alors que ses hommes levaient leurs fusils, Hunter bougea. Il n'alla pas chercher une arme. Il donna un coup de pied à la lourde porte en acier du coffre-fort. L'énorme porte, équilibrée sur des charnières de précision, se referma avec une vitesse terrifiante. Kovacs, debout dans le seuil, essaya de sauter en arrière. Il était trop lent. La porte le percuta, le clouant contre le cadre avec la force d'une presse hydraulique. Il cria un son qui fut coupé court alors que Hunter faisait tourner la roue de verrouillage, scellant le coffre-fort. Les 4 hommes armés étaient à l'extérieur.
Kovacs était piégé à moitié écrasé dans l'embrasement, mais effectivement scellé à l'extérieur. Hunter et Clarara étaient enfermés à l'intérieur du coffre-fort. Les balles martelèrent dans la porte en acier de l'extérieur, inutile contre 2 pieds d'alliage renforcés. Le silence tomba à l'intérieur du coffre-fort. Hunter s'affala contre le mur, glissant jusqu'au sol. Il saignait d'une éraflure sur son bras. « Vous êtes folle », Hunter souffla, regardant Clarara avec admiration. Le téléchargement. C'était réel? Non. Clarara laissa tomber le briquet, ses genoux tremblants. « Je n'ai même pas de signal téléphonique ici. » Hunter rit. C'était un rire franc et chaleureux. Il tendit la main et la tira à côté de lui. « Nous sommes piégés », Clarara dit, regardant la porte scellée. « Comment sortons-nous nos têtes? » « La police est déjà en route, » Hunter dit. Rocco déclencha l'alarme silencieuse avant l'effraction. « Quand les flics arriveront, ils trouveront les hommes de Kovacs et ils trouveront le registre. » Il prit le livre de ses genoux. « Cela met fin à la guerre, Clarara. Avec ceci, Kovacs s'en va pour la vie. La brata à Chicago est finie. » Clarara reposa sa tête sur son épaule. L'adrénaline s'estompait, laissant une fatigue profonde. Elle regarda la bague à son doigt. Alors, elle murmura. « Le contrat est rempli. Vous avez eu votre guerre. Vous avez eu votre vengeance. » Hunter regarda elle. Il tendit la main et glissa une mèche de cheveux derrière son oreille. Son toucher était doux. « Le contrat, » il murmura. « Je pense que je veux renégocier les termes. » « Oh, » Clarara le regarda. « Quels sont les nouveaux termes? » « Le mariage reste, » Hunter dit doucement. « La partie fausse s'en va. » Clarara sourit, les larmes débordant finalement. Elle l'embrassa, pas pour les caméras, pas pour la stratégie, mais pour elle-même. « Marché conclu », elle murmura. 6 mois plus tard, la pluie tombait de nouveau au cimetière d'Oakage. Mais cette fois, Clarara ne sentit pas le froid. Elle se tenait sous un grand parapluie noir tenu par Hunter. La tombe était différente maintenant. Le marbre était immaculé, entouré de lias blanches fraîches qui étaient livrées chaque dimanche. Il y avait une nouvelle inscription au bas de la pierre. Son courage vit. Clarara éclaircit la gorge, toucha le médaillon autour de son cou. Il était vide maintenant. La clé était dans un casier de preuves au siège du FBI, mais elle le portait toujours. Prête à partir? Hunter demanda. Il avait l'air différent. L'obscurité dans ses yeux s'était levée. Il portait son pouvoir légèrement maintenant, pas comme un fardeau, mais comme un bouclier qu'il utilisait pour protéger ce qui importait. « Ouais, » Clarara dit. Elle plaça une main sur son ventre où une nouvelle vie commençait juste à grandir, un secret qu'elle ne lui avait pas encore dit. « Rentrons à la maison. » Ils retournèrent à la voiture, les VUS noirs attendant non pas comme symbole de peur mais de sécurité, la serveuse et le roi de Chicago. Une tragédie transformée en dynastie. Et c'est ainsi que Clarara Davis est passée d'une serveuse sous la pluie à la reine de la pègre de Chicago. Elle a tout perdu pour trouver la seule chose que sa mère est morte pour protéger, son avenir. C'est un rappel que parfois les gens qui semblent les plus dangereux sont les seuls qui peuvent nous sauver. Et les gens les plus silencieux sont ceux avec les secrets les plus bruyants. Qu'auriez-vous fait si vous étiez Clarara? Auriez-vous fait confiance à Hunter ou auriez-vous couru? Et pensez-vous que justice a été rendue pour Sarah? Faites-moi part de vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Je lis chacun seul. Si vous avez apprécié cette histoire de rebondissement, de romance et de karma, s'il vous plaît, écrasez ce bouton j'aime. Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Et n'oubliez pas de vous abonner et de frapper la notification en forme de cloche pour ne jamais manquer la prochaine histoire dramatique. Merci d'avoir regardé.